Bonjour à tous et merci d'écouter le podcast Trading Masters. Je suis Xavier et je vais vous parler de stratégie d'investissement et de modèles de trading en me basant sur l'expérience des meilleurs traders de tous les temps. Bienvenue dans l'épisode 6 du podcast Trading Masters. Aujourd'hui, on va continuer à parler hedge funds. On a déjà vu précédemment ce qu'était un hedge fund et ce qui les différenciait des méthodes d'investissement traditionnelles. J'ai notamment parlé de trading quantitatif, donc basé sur des algorithmes et très fortement automatisé. Cette fois, on va passer du temps sur du trading plus basé sur de l'analyse fondamentale et notamment des stratégies event-driven ou special situations, donc tous les événements spéciaux qui touchent une entreprise comme les OPA ou les faillites. On commence par l'anecdote du jour qui concerne l'impact des rumeurs. À l'époque, je faisais de l'event-driven et la majorité de mon portefeuille, c'était du merger arbitrage, c'est-à-dire de l'arbitrage de fusion-acquisition, que je vais détailler un peu plus tard. J'avais une position d'environ 8 millions de dollars sur l'action Allianz Data Systems. Cette entreprise était en train de se faire racheter par Blackstone à 81,75$ par action. Un de mes collègues américains, mais qui travaillait sur le même desk que moi à Paris, avait aussi une grosse position dans Allianz Data Systems d'environ 10 millions de dollars. Donc à l'époque je travaillais à Paris, mais j'avais la plus grosse partie de mon portefeuille sur les marchés américains. À une époque j'avais essayé de travailler en horaire décalé pour faire la clôture du marché américain à 22h, mais je m'étais aperçu que ça apportait rien de plus, donc j'étais resté à des horaires français. J'avais accès à Bloomberg à la maison et mes brokers américains m'appelaient en cas de problème. Et justement, un soir, vers 9h, je suis chez moi et je reçois un appel d'un de mes brokers qui me dit qu'il y a des rumeurs comme quoi Blackstone serait en discussion avec Allianz pour baisser le prix à 70$. Allianz Data Systems était injoignable et l'action a baissé jusqu'à 18% sur la rumeur. La bourse de New York a même dû arrêter la cotation, ce qui est assez rare. Comme j'avais pas assez d'informations venant de sources fiables, de mon côté j'ai rien fait et quelques minutes après, environ une demi-heure après, Allianz a démenti. Finalement, le prix est remonté pendant la dernière heure de trading pour finir à peu près moins 5%. Donc le lendemain, je retourne au boulot et je vois mon collègue américain qui est fou furieux. Lui, en fait, il était encore au bureau au moment de la rumeur, donc à, 8h30, 9h, et il l'avait reçu via chat sur Bloomberg. Ce qu'il faut savoir, c'est que le chat de Bloomberg est très très utilisé par les brokers et les traders et les rumeurs se propagent très vite. On peut copier-coller un message à 20 personnes, qu'il recopie-colle à 20 autres et en 2 minutes, le message fait le tour de Wall Street. Donc lui a reçu la rumeur et il a vendu toute sa position, les 10 millions de dollars, à une moyenne de moins 10%. Donc il avait perdu 1 million de dollars en 30 minutes. Et comme il avait coupé sa perte, il n'avait pas profité du rebond. Donc le jour même, il a contacté les autorités de marché américaines, la SEC, pour leur expliquer ce qui s'était passé. Bon, j'avoue que de mon côté, j'étais un peu sceptique et je voyais pas trop ce que ça allait changer, mais bon, je me disais que c'était quand même bien qu'il fasse la démarche. Et finalement, la SEC a bien fait son boulot et elle est remontée jusqu'à la source de la rumeur. En fait, c'est un trader qui bossait pour une petite boîte qui s'appelait Schottenfeld Group à New York. Et il avait lancé la rumeur par message, Bloomberg, à 31 brokers et traders. Et dans la foulée, il avait pris une petite position short de 750 000 $. Donc tout ça pour au final empocher un gain de 26 000 $. Donc le type est complètement fou. Hein. Si on compare le risque-prix avec ce qu'il a gagné, c'est vraiment c'est ridicule. Et quand on y pense, ce qui est dingue, c'est que mon collègue avait perdu 1 million de dollars sur cette fausse rumeur, alors que celui qui l'avait lancé avait empoché que 26 000 $. Finalement, la SEC a été très généreuse, de mon point de vue. Elle a fait un deal avec lui où il a dû rembourser évidemment les 26 000 $, et il a eu 130 000 $ d'amende. Donc pour l'anecdote, l'OPA a finalement pas eu lieu, mais bon, ça c'est une autre histoire. Voilà, un cas intéressant parce que j'ai regardé un peu et je crois que depuis, il y a très peu de cas où les autorités de marché américaines ont pu remonter jusqu'à la rumeur, parce que j'avais oublié le nom de l'action pour être honnête. Donc j'ai tapé rumeur SEC et j'ai vu que ça apparaissait dans la première page de Google. Voilà, donc pour rester maintenant dans le domaine de l'event-driven, je vais vous détailler un peu plus ce que c'est. En fait, il s'agit pour le trader de saisir des opportunités d'investissement au cours des événements importants de la vie d'une entreprise, comme les fusions-acquisitions, les réorganisations, les faillites, etc. Et c'est l'incertitude quant aux résultats de ces opérations qui crée des opportunités d'arbitrage dont peuvent profiter les traders.
Le plus gros segment de l'event-driven, c'est ce qu'on appelle le merger arbitrage ou risque arbitrage, donc arbitrage sur fusion-acquisition. Donc on parle ici d'intervenir une fois que l'offre est annoncée, que ce soit une OPA ou une fusion. On ne parle pas d'anticiper des OPA, même si ça reste toujours possible de créer un portefeuille de target d'OPA, de cibles potentielles, mais l'arbitrage classique est sur des offres déjà annoncées. Donc admettons qu'une action cote $20. Un acheteur américain arrive et fait une offre à $30 par action. Qu'est-ce qui va se passer ? En général, l'action va coter juste en dessous des $30, par exemple $29 pour simplifier les calculs. Alors vous allez me dire pourquoi pas $30 ? D'abord parce que ça va prendre du temps. Si le deal dure 3 mois, les $1 de spread, c'est-à-dire la différence entre le prix coté et le prix d'offre, représente 3,4%, ce qui fait 13% de rendement annualisé. Si ça dure 6 mois, donc le double, ça fera plus que 6,8% annualisé. Donc déjà le premier risque, et la raison pour laquelle ça cote pas $30, c'est la durée. Ensuite, le deuxième risque, c'est que le deal se fasse pas. Il peut y avoir beaucoup de raisons pour ça. Ça peut être parce qu'il est bloqué par les autorités antitrust, c'est-à-dire que les deux entreprises vont devenir trop grosses et il n'y aura plus assez de compétition sur le marché. Donc elles pourront agir sur le prix au détriment des consommateurs. Ou alors, ça peut être l'acheteur qui a des problèmes de crédit. Il peut y avoir aussi les actionnaires qui refusent de voter pour le rachat. Il y a encore plein d'autres raisons. Dans le merger arbitrage, il y a un transfert de risque. Les actionnaires qui étaient là avant l'offre, donc quand ça valait $20, ils font déjà un très beau profit et ils n'ont aucun problème à vendre à $29. Ils ont déjà un gain de 45%. Ensuite, les traders et les hedge funds qui investissent eux à $29 font le calcul suivant. C'est facile, c'est le prix de l'offre plus d'éventuels dividendes et moins le cours actuel. Dans notre exemple précédent, on l'a déjà vu, on peut acheter à $29, apporter à l'offre à $30 et donc gagner $1. Si c'est une offre d'échange, c'est le même principe. On va recevoir par exemple 2 actions de l'acquéreur pour une action de la cible. La seule différence, c'est qu'il faudra vendre à découvert 2 actions de l'acquéreur pour chaque action de la cible détenue pour bloquer le spread. Mais le principe est le même. Il faut aussi tenir compte d'une éventuelle contre-offre par un compétiteur, qui fait que certaines fois, le titre va coter au-dessus du prix d'offre. Donc dans notre cas, plus de $30. Ça arrive souvent sur les OPA hostiles car l'acheteur est souvent obligé d'augmenter son offre pour convaincre les actionnaires. Ensuite, on essaye d'estimer une perte potentielle. Donc on regarde jusqu'où ça peut descendre si le deal casse. Donc dans notre cas, on va faire simple. On va dire que si le deal casse, ça retombe au cours précédent de $20 et donc on perd $9. Donc en résumé, on peut gagner $1 et on peut perdre $9. Maintenant, on va regarder la probabilité que le deal se fasse. Parmi les risques, il y a le risque réglementaire, car beaucoup d'autorités doivent se prononcer. Aux États-Unis, on a la FTC et le DOJ, le Department of Justice, qui peuvent prononcer contre le deal pour des raisons d'antitrust. En Europe, c'est la Commission européenne qui peut prendre la même décision. Aux États-Unis, il y a aussi le CFIUS, qui est en fait un comité pour les investissements étrangers aux États-Unis. Donc si l'acheteur est étranger, ce comité peut décider, par exemple si c'est dans le secteur de la défense ou de l'aéronautique, de bloquer le deal. Enfin, il peut y avoir aussi toutes sortes de conditions spéciales dans le merger agreement, donc le contrat sur lequel est basée la fusion. Ça peut être des conditions sur les résultats ou sur l'approbation d'un médicament, par exemple, dans le secteur de la pharmacie. Et donc, si ces conditions ne sont pas remplies pendant la durée du deal, le deal peut capoter. En 2016, les autorités antitrust américaines ont bloqué le deal entre Office Depot et Staples, qui sont des boîtes dans les fournitures de bureaux, car ça aurait créé, selon eux, une chaîne dominante dans la vente de certains produits. Ça a d'ailleurs été un gros coup dur pour ces boîtes, car ce sont d'énormes chaînes qui se font énormément concurrencer par le e-commerce et qui avaient besoin de cette fusion pour faire des synergies. J'ai regardé le rapport de la FTC qui fait 75 pages et comme souvent, ces décisions antitrust, c'est pas une science exacte. Ça dépend beaucoup de quel marché ils regardent. Est-ce qu'ils regardent les produits de bureau dans leur ensemble ou est-ce qu'ils regardent produit par produit? Et dans ce cas-là, ils sont allés jusqu'à regarder les parts de marché sur les stylos, les post-it ou les trombones. Et en fait, la partie e-commerce qui avait été mise en avant par Office Depot et Staples n'a pas été pris en compte par le DOJ, par la FTC, pardon. Et ils ont écrit concrètement que la concurrence d'Amazon, pour eux, ne jouait pas parce que c'était surtout axé sur les particuliers.
Alors que là, dans ce cas-là, ils s'étaient concentrés sur le marché des entreprises, qui n'est pas encore beaucoup touché par les nouveaux vendeurs de e-commerce. Donc, ils ont estimé que les deux boîtes, une fois regroupées, auraient un pouvoir de négociation trop important sur les prix. Je vous parle de cet exemple parce que, une fois de plus, le trading, c'est pas un métier facile. Il faut faire le boulot. Donc, il faut lire le merger agreement, appeler des avocats spécialistes dans l'antitrust, se renseigner sur l'entreprise au maximum, sur le marché, sur les compétiteurs. Une fois qu'on a bien étudié le risque du deal, par exemple, on pense qu'on est à 98% de probabilité que le deal se fasse, on peut faire un calcul d'expected return. Donc, dans cet exemple, on va prendre les 98% de chances de gagner $1 moins les 2% de chances de perdre $9. Et on obtient dans ce cas-là 80 cents, soit 2,7%. Cet expected return, il permet surtout de comparer des investissements entre eux. Quand on a deux outcomes, donc deux possibilités claires, comme dans une OPA, qui va réussir ou ne pas réussir, c'est un calcul qui est assez facile. On peut aussi calculer un point mort, dans notre cas qui sera à 90%. Donc si on pense que le deal a plus de 90% de chances de se faire, alors on aura un expected return positif. Si c'est en dessous, ce sera négatif. Ça peut aussi permettre de se dire que $29 c'est trop cher, mais qu'on serait acheteur à $28 ou 28,5 par exemple. Donc je ne sais pas si vous l'avez noté, mais c'est une évidence, le merger arbitrage est asymétrique. C'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup de petits gains et quelques grosses pertes. En effet, la plupart des deals vont aller au bout et donc vous faire gagner le spread, les $1 dans notre exemple. Mais de temps en temps, on va perdre gros quand un deal casse. Donc en termes de courbe de profit, c'est une courbe ascendante avec quelques grosses baisses. Donc on va gagner de l'argent un peu tous les jours, car les actions qu'on a en portefeuille se rapprochent du prix d'offre avec le temps qui passe, avec les différentes étapes de l'OPA qui sont réglées, ou quand c'est un long short entre l'acquéreur et le vendeur, la même chose, le spread va petit à petit se réduire, et de temps en temps, et le moins possible on espère, un deal casse et fait une grosse perte. Comme on l'a vu dans l'épisode 1, l'esprit humain déteste perdre. Donc c'est pas du tout instinctif comme stratégie. L'être humain préfère des petites pertes fréquentes pour faire un gros coup qui va rendre riche, d'où le succès du loto, mais en réalité, on le sait tous, c'est le casino ou c'est la loterie qui fait de l'argent, pas les joueurs. Et le merger arbitrage, c'est un peu comme être assureur. En fait, on supporte le risque que le deal ne se fasse pas. Donc les actionnaires qui avaient acheté à $20 ont quand même la possibilité de vendre à $29. Ils sont prêts à laisser ce $1. Et en fait, ce dollar, le spread, ça correspond un peu à la prime d'un assureur. C'est la prime que les actionnaires classiques sont prêts à laisser sur la table à l'assureur, donc le hedge fund ou le trader, pour qu'il prenne ce risque que le deal ne se fasse pas. Donc c'est typiquement une bonne stratégie de fonds de portefeuille, mais il faut clairement être diversifié, car il faut qu'un deal qui casse soit remboursé par tous les deals qui vont aller au bout. Plus, bien sûr, la cerise sur le gâteau des OPA où on a deux acheteurs qui se battent et qui augmentent plusieurs fois leur offre, ce qu'on appelle une bidding war. En termes de rendement, on a l'inverse avec les actifs qu'on appelle distressed, où cette fois-ci, on investit dans un panier de sociétés en difficulté. Donc on va avoir beaucoup de pertes, beaucoup d'entreprises qui vont continuer à avoir des difficultés et aller au bout de la faillite, et quelques gros gains. Une entreprise qui fait défaut, c'est une entreprise qui ne peut pas payer les intérêts de sa dette ou son principal, c'est-à-dire le remboursement final de la dette à la bonne date. C'est en général dû soit à une mauvaise structure du capital, donc typiquement trop de dette, soit à un événement extérieur comme les résultats ou le marché qui est vraiment mauvais. Donc c'est à ce moment-là que la société cherche à trouver un arrangement avec ses créditeurs. Les titres dont on parle ici sont des titres ayant une notation très faible, en général autour de CCC. Et investir dans ce type de titres, ça nécessite une connaissance des modalités de faillite, ainsi qu'une bonne analyse fondamentale et une analyse de crédit. Le but pour le gérant, c'est de trouver une entreprise de bonne qualité, mais dont la structure de capital est mauvaise. En général, les investisseurs acceptent de reprendre la dette à un taux d'intérêt amoindri, mais avec en échange des options d'achat d'actions. Ils font donc le pari qu'avec des frais financiers plus faibles et une réorganisation, l'entreprise retrouvera une santé financière et que les actions ou les options d'achat auront tendance à prendre de la valeur sur le moyen long terme. Il existe deux manières d'investir dans les sociétés distressed, de manière absolue ou de manière relative. Dans le premier cas, de manière absolue, une analyse fondamentale permet au gérant de définir si la valeur de marché du titre, de l'obligation, est inférieure à sa valeur intrinsèque.
L'idée est de prendre position en attendant que la restructuration ou la renégociation s'effectue et qu'à l'issue du processus, le titre retrouve sa valeur fondamentale. Dans le deuxième cas, qui est le plus fréquent et le plus intéressant, l'investissement relatif s'effectue de la manière suivante. Lors d'une restructuration, il arrive que les prix des différents produits financiers ne soient pas tous affectés de la même manière. Certains ont tendance à bouger plus que d'autres. Il en résulte un mispricing momentané, à partir duquel le gérant peut faire des arbitrages profitables. En effet, l'action peut avoir tendance à diminuer tellement, lors d'un downgrade, qu'elle devient relativement bon marché par rapport à l'obligation. Ou ça peut être dans le sens inverse. Dans ce cas, le gérant va être long le titre qu'il estime sous-évalué par rapport à l'autre. Et il va shorter le titre qu'il juge surévalué. Ça s'appelle de l'arbitrage de structure de capital. Par exemple, si le cours d'un titre chute après une mauvaise nouvelle et reprend petit à petit de la valeur, mais que sur le marché obligataire, le titre reste stable après avoir chuté aussi, ça signifie que le marché action suppose une plus grande probabilité de redressement suite à la crise que le marché obligataire, alors qu'on est pourtant sur la même entreprise. Le gérant peut alors jouer le resserrement des prix des titres, actions et obligations en prenant des positions suivantes. Achat d'une obligation et couverture de cette position par la vente à découvert de l'action. Ces stratégies sont basées sur des événements, d'où le nom event-driven, ce qui les rend moins corrélés au marché que l'investissement long classique. On va finir très rapidement avec les fonds macro. Cette stratégie, qui a fait la célébrité de personnalités telles que George Soros pour le fonds Quantum ou Julian Robertson pour le fonds Jaguar, a été la stratégie phare des années 80-90. Les gérants macro suivent principalement des tendances macroéconomiques. Ils ont une approche internationale et très opportuniste. Ils font des hypothèses sur le prix des actions dans leur ensemble, donc les indices, les taux de change des monnaies, les taux d'intérêt, l'inflation, voire même les politiques fiscales. La flexibilité est leur plus grand avantage, car ils ne sont pas confinés à une certaine classe, géographie ou secteur. Le principal risque des fonds macro, c'est le timing, c'est-à-dire la détermination du point d'inflexion à partir duquel le cycle change et leur scénario se concrétise. Les portefeuilles de certains gérants peuvent être vraiment très concentrés avec juste quelques gros paris. Donc voilà pour cet aperçu rapide des stratégies plus fondamentales des hedge funds, même si bien sûr c'est un énorme marché avec beaucoup d'autres types de trading. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ce serait vraiment super si vous pouviez me mettre une revue sur iTunes, ça me fait toujours très plaisir, ou vous abonner. Dans le prochain épisode, on va parler de psychologie et pourquoi notre cerveau nous fait prendre des décisions irrationnelles, que ce soit dans la vie de tous les jours ou en trading. Ciao et au prochain épisode.